Et voici aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée à la structure de Pot-Bouille de Zola. Tout d'abord, nous allons insister sur le fait que ce roman de Zola soit construit sur une unité de temps et de lieu, rapprochant ainsi l'écriture romanesque du théâtre. L'immeuble de la rue de Choiseul est en effet le lieu principal de l'intrigue. On a donc bien une unité de lieu. Quelques passages, néanmoins, auront lieu en dehors de cet immeuble, notamment chez la maîtresse de Duverrier, Clarisse, dans un fiacre ou encore au Bonheur des Dames et dans quelques-uns des restaurants fréquentés par les personnages masculins du roman. Quant à l'intrigue, au niveau temporel, elle se concentre sur 2 ans, avec une ellipse de 8 mois entre les 2 derniers chapitres. La durée effective est donc approximativement d'1 an et 4 mois, ce qui s'avère très court pour un roman qui peut s'étendre sur plusieurs dizaines d'années. Vous avez ici une citation tirée du dossier préparatoire de Pot-Bouille. Il suffira de montrer la pourriture d'une maison bourgeoise, des caves au grenier, avec une montée du drame et un summum final. Donc on voit à travers cette citation les objectifs de Zola, qui est de montrer l'envers du décor de cet immeuble bourgeois, de montrer les turpitudes, les vices de la bourgeoisie cachés derrière la façade reluisante de l'immeuble, et en allant des caves jusqu'au grenier. Donc ça veut dire qu'il va évoquer aussi bien les bourgeois que les domestiques. Et il indique aussi que le roman est structuré de manière crescendo. L'intensité dramatique va être de plus en plus élevée jusqu'à atteindre un sommet final. On peut déjà s'intéresser au niveau de l'intrigue à l'évolution du personnage d'Octave, qui apparaît comme une sorte de fil conducteur. Vous avez ici en illustration une couverture de la version adaptée en BD de Pot-Bouille. Pot-Bouille peut en effet se lire comme une sorte de roman d'apprentissage, celui donc d'Octave Mouret, jeune provincial ambitieux, qui arrive à Paris et qui a pour ambition de réussir dans la capitale. Le roman s'ouvre justement au moment où il arrive à Paris et où il peut s'installer dans l'immeuble de la rue de Choiseul grâce à l'architecte Monsieur Campardon qu'il connaît. Le lecteur va alors pouvoir suivre le parcours professionnel d'Octave et son évolution. Il va d'abord être commis au Bonheur des Dames, puis au magasin d'Auguste Vabre, avant de retourner au Bonheur des Dames. Le lecteur découvre également son éducation sentimentale. Si dans un premier temps, il rêve de conquérir Valérie Vabre, réputée pour son hystérie et pour être, par conséquent, selon les clichés, une fille facile, il se rabattra sur Marie Pichon. Puis il essuiera une autre déconvenue avec Madame Édouin, puis il deviendra l'amant de Madame Berthe Josserand devenue Vabre. Enfin, le roman s'achève sur l'annonce de son mariage avec Madame Édouin. À ses yeux, Octave réussit donc socialement, dans la mesure où il parvient à conquérir des femmes au rang social de plus en plus élevé, et qu'il occupe des postes professionnels de plus en plus importants. Bien sûr, les lecteurs et lectrices peuvent nourrir de l'antipathie envers ce personnage amoral, coupable de multiples violences sexuelles envers les femmes qu'il fréquente. On évoquait donc dans la citation de Zola un crescendo dramatique. Si on prend la trajectoire d'Octave, on peut voir qu'il progresse socialement. Mais il apparaît, comme je viens de le dire, comme un homme faisant subir des violences sexuelles à Marie Pichon et à Berthe Josserand. Le mot de viol n'est bien sûr pas utilisé au XIXe siècle sous la plume de Zola, mais il s'agit bien de cela. Le fait que le mari de Berthe les surprenne en flagrant délit accentue la tension dramatique, occasionnant la fuite en chemise de Berthe dans les escaliers, même si finalement Auguste Vabre n'ira pas jusqu'à la bagarre et jusqu'au combat qu'il voudrait mener contre Octave, et que finalement chacun va retrouver sa place et que les apparences seront en quelque sorte sauves. Le summum final, il est finalement peut-être atteint avec la description clinique de l'accouchement d'Adèle. Cette bonne est depuis le début du roman le souffre-douleur de Madame Josserand, des autres domestiques
et elle subit les assauts sexuels de Trublot et de Duveyrier. Sa grossesse dissimulée, son accouchement dans la plus grande des solitudes et l'abandon de son enfant constituent l'acmé tragique du récit. À son histoire fait écho celle de la piqueuse de bottines qui, réduite à la misère la plus totale et expulsée de l'immeuble, commettra un infanticide et sera jugée par Duveyrier, qui se pique de morale alors qu'il est loin lui-même d'être un modèle de vertu. On peut aussi mettre en avant que la structure de Pot-Brouille repose sur la répétition, à travers plusieurs éléments. Tout d'abord, on retrouve tout au long du roman des familles qui sont dysfonctionnelles. En effet, au sein de ces familles bourgeoises règnent le mensonge, l'hypocrisie, les arrangements, les non-dits, et c'est bien ce que disait Zola dans son dossier préparatoire, il veut montrer la pourriture d'une maison bourgeoise. On peut tout d'abord s'attarder sur la famille des Josserand. Celle-ci est caractérisée par l'obsession du mariage. En effet, Madame Josserand cherche à marier ses deux filles, Berthe et Hortense, et elle va mettre en place quantité de stratégies occasionnant des mensonges qui vont complètement provoquer l'émoi et la répulsion de Monsieur Josserand, mais qui finira toujours par se plier aux quatre volontés de sa femme. Heu, Si elle va réussir à marier Berthe à Auguste, Hortense, elle, attendra toujours en vain, que, Verdier, lâche sa femme pour se marier avec elle. Et quant au fils Léon qui n'habite pas avec eux, il est lui, heu, dans une relation aussi avec une femme mondaine dont il espère, le mariage, mais c'est une relation là aussi, très complexe et qui occasionne de multiples manigances. Quant à l'oncle Bachelard, pardon, qui est le frère donc de Madame Josserand, il refuse de donner une dot à sa nièce au profit de Fifi, donc une jeune fille du peuple, qu'il élève dans une espèce d'appartement et qu'il croit conserver pur, mais son neveu Guelin va profiter de la situation et va dépuceler la jeune Fifi. Dans les familles toujours dysfonctionnelles, on peut évoquer les Vabres du Verrier. Et on peut considérer que chez eux, le plus important, c'est de sauver les apparences. Dans cette famille, on a le père Vabre, qui est le propriétaire de l'immeuble. Chaque membre de la famille est quant à lui impliqué dans des histoires d'adultère et croise chaque occupant de l'immeuble dans des intrigues secondaires. Donc par exemple, on a Auguste Vabre qui va se marier avec Berthe. On a Théophile et donc Valérie qui sont mariés ensemble. Théophile va suspecter Octave Mouret d'être l'amant de Valérie, alors qu'en réalité, elle n'a des relations extra-conjugales qu'en dehors de l'immeuble. Euh, Auguste lui-même va découvrir que Berthe le trompe avec Octave. Euh, Clotilde Duveyrier il n'y aura jamais aucune relation avec Octave, mais elle fera tout pour l'avoir dans ses choristes pour chanter la bénédiction des poignards. Et au moment du décès du père Vabre, on a alors tout l'enfer de la succession et de la question des dettes laissées par le père qui va créer des dissensions au sein de cette famille. D'autre part, Clotilde, donc qui est une fille Vabre au départ, est mariée à Duveyrier, qui lui a une maîtresse, Clarisse, en dehors. On continue toujours avec nos familles dysfonctionnelles, on peut évoquer les Campardon ou ce que l'on peut appeler un ménage à trois. En effet, Rose et Achille Campardon sont mariés, mais Rose accepte totalement que son mari entretienne une relation adultère avec sa cousine Gasparine, qui finit par s'installer sous leur toit. Quant au pichon Guillaume, qui habite au même étage qu'Octave Mouret, ils sont la preuve d'une éducation morale inefficace. En effet, les Guillaume veulent que leur fille, Marie, devenue Marie Pichon par mariage, soit d'une moralité exemplaire et qu'elle se contente d'avoir un enfant unique, ce qui sera en vain, puisqu'en effet, elle va devenir la maîtresse d'Octave, enfin qui va surtout abuser d'elle, et c'est probablement de lui que viendront les enfants qui vont apparaître à la suite de la première fille, Lilith, qui est bien de Jules Pichon. Autre motif récurrent dans le roman, il s'agit de l'adultère. En effet, celui-ci apparaît comme un moteur essentiel de l'intrigue
Et Pot-Bouille devient un moyen pour Zola de mettre en scène les différents types d'adultère qu'il avait listés dans un article de presse dans le Figaro intitulé L'adultère dans la bourgeoisie. En effet, Berthe incarne l'adultère par l'éducation, Marie l'adultère par la bêtise et Valérie l'adultère par détraquement nerveux. Enfin, Duverrier représente l'homme capable de se ruiner pour Clarisse, une maîtresse qui se joue de lui et qui va d'ailleurs reproduire au sein du logement qu'elle va occuper la même ambiance bourgeoise que Duverrier a du mal à supporter au sein de son propre foyer. Et quant à Compardon, il institutionnalise le ménage à trois. Autre motif qui revient très souvent dans Pot-Bouille, il s'agit du corps. En effet, le corps, même si dans Pot-Bouille, il n'est pas question de l'hérédité des personnages, qui est quelque chose qui revient très souvent sous la plume de Zola dans ses autres romans de la fresque des Rougon-Macquart, le corps n'en reste pas moins omniprésent, et notamment le naturalisme est sensible à travers la figure du médecin, le docteur Juillerat, qui essaye de soigner les corps, notamment des femmes. Le corps se manifeste par des besoins physiques dans Pot-Bouille, notamment par la nourriture et l'alcool. On a en effet plusieurs scènes de repas dans les différentes familles. Les orgies de l'oncle Bachelard sont souvent mentionnées, où il y a une débauche de nourriture et d'alcool. Les dîners au restaurant que les personnages masculins organisent. Et on a aussi ce motif de la nourriture qui revient dans la sphère domestique, avec d'une part les déchets alimentaires que les bonnes jettent par la fenêtre, et on aura l'occasion d'y revenir lors de la lecture linéaire du chapitre 13, où Berthe et Octave, cachés dans la chambre de la bonne Rachel, vont entendre les bonnes révéler tout ce qu'elles savent justement de leur relation adultérine, en même temps qu'elles balancent des immondices dans la cour pour que le concierge devra balayer. Mais on a aussi par exemple le personnage d'Adèle qui n'est pas bien nourri par la famille Josserand étant avec des moyens financiers plus limités, et Adèle est donc obligée de piquer de la nourriture à ses maîtres pour se nourrir. Le corps, il se manifeste également à travers le corps des femmes, qui fait toujours l'objet de représentations, notamment à travers les vêtements, à travers les bijoux. Madame Josserand, qui n'a pas des moyens suffisants pour changer de toilette régulièrement, elle va toujours essayer de modifier quelque chose sur ses robes pour donner l'impression qu'elles sont neuves et nouvelles. Berthe, quant à elle, fait dépenser à Octave quantité d'argent pour lui acheter tout ce qu'elle désire. Le corps des femmes est d'ailleurs le plus souvent érotisé, notamment à travers les points de vue internes d'Octave et de Trublot, puisque Octave ne cesse de regarder les femmes par le prisme de la sexualité et des relations qu'il peut avoir avec elles, et si jamais en plus ces relations peuvent le faire parvenir dans la société, c'est d'autant mieux pour lui. Et quant à Trublot, il est ce personnage qui ne cesse d'avoir des relations sexuelles avec les cuisinières, avec les bonnes. Et d'ailleurs, il ne comprendra pas que la cuisinière de Clarisse lui mette une gifle parce qu'il a été trop entreprenant. Le corps, c'est aussi le corps malade dans Pot-Bouille. En effet, plusieurs personnages souffrent de pathologies. On a Auguste Vabre et ses migraines qui le rendent incapable carrément d'une vie en société. Nous avons Rose Campardon qui, elle, souffre d'une étrange maladie qui l'oblige à être alitée et qui l'empêche d'avoir toute relation sexuelle, d'où l'adultère consenti pour son mari avec la cousine Gasparine. Valérie Vabre et son hystérie, maladie au XIXe siècle considérée comme essentiellement féminine, puisque le mot hystérique viendrait d'utérus. On décrit à plusieurs reprises les crises de Valérie et cette maladie la conduirait à multiplier les relations, mais toujours les relations avec d'autres hommes que son mari, Théophile, mais toujours en dehors de l'immeuble. Théophile, justement, est toujours atteint d'une toux chronique et semble maladif. Duverrier, quant à lui, a des taches rouges sur tout le visage qui peuvent être aussi le symbole de sa pourriture morale. Quant à la bonne Julie, à cause des relations qu'elle va avoir avec le fils du Verdier, Gustave, elle semble avoir contracté une maladie qui d'ailleurs euh, l'oblige à accepter de partir de chez les Duverrier, puisque les Duverrier la mettent à la porte. Madame Duverrier lui donne ses 8 jours.
Le corps est encore une fois omniprésent à travers le motif de la naissance et de la mort. D'une part, les grossesses et naissances, accouchements de Marie Pichon sont plutôt évoqués rapidement et on insiste plus sur la désapprobation de monsieur et madame Vuillaume, ses parents, qui désespèrent de la voir avoir 3 enfants alors qu'ils ne sont que de modestes employés. Et on a aussi ce côté absurde de la situation puisque, ni Jules, Pichon, ni, les parents de Marie, ne semblent comprendre comment il est possible que Marie tombe à nouveau enceinte alors qu'en fait, ils sont le résultat de ses relations avec Octave. L'accouchement d'Adèle, la bonne, des Josserand est en revanche décrit de façon clinique et c'est une scène qui va notamment susciter le scandale et faire parler beaucoup de critiques à l'époque. Mais l'accouchement, il est aussi lié à la mort puisque Adèle, justement, va être contrainte d'abandonner son enfant et elle désespère d'ailleurs à l'idée que cet enfant soit une fille. Encore une malheureuse, de la viande à cocher ou à valet de chambre. Elle sait en fait qu'en étant une fille, elle sera condamnée à n'être que la victime des hommes dans cette société. Et on a aussi l'infanticide commis par la piqueuse de bottines. 2 enterrements ont lieu aussi dans le roman, celui du père Vabre et celui de monsieur Josserand. Pour continuer sur cette structure de Pot-Bouille, on peut remarquer que la structure est cyclique. En effet, hormis Octave, aucun personnage ne change de classe sociale, donc on est toujours dans la même sphère. Les 2 soirées chez les Duveyrier, au chapitre 5 et 18, sont d'ailleurs le symbole de ce retour du même. Octave le souligne d'ailleurs lors de la soirée finale, puisqu'il dit éprouver une singulière sensation de recommencement. Aujourd'hui répétait hier, il n'y avait ni arrêt ni dénouement. Et en effet, cette tendance des bourgeois à vouloir conserver les apparences et à tout dissimuler sous l'hypocrisie fait qu'il n'y a finalement pas de faille apparente et que tout recommence toujours de la même manière. Pour insister toujours sur cette idée de quelque chose de répétitif et de cyclique dans la structure de Pot-Bouille, on peut remarquer que les personnages semblent définis par leur manie. En effet, plusieurs personnages vont avoir des caractères ou des actes qui vont un petit peu les définir. Ils sont enfermés dans des comportements obsessionnels. Monsieur Gourd, le concierge, par exemple, fait la chasse aux visiteurs, aux locataires indésirables, par exemple le menuisier et sa prétendue maîtresse, ou encore la piqueuse de bottines, et il fustige la dame, madame Pérou, chargée de nettoyer les communs. Quant à madame Juseur, cette pauvre femme qui a été abandonnée par son mari alors qu'elle n'avait pas 35 ans, elle espionne elle aussi les différents locataires et aime discuter et flirter avec Octave. Parmi les personnages maniaques, il y a aussi les bonnes qui échangent des propos vulgaires depuis les fenêtres de la cour et révèlent les travers de leur maître. Les bonnes s'acharnent aussi sur Adèle, qui essaie de récurer les plats des Josserand pour mieux manger. Toujours dans ces personnages maniaques, on peut se rappeler ce personnage corpulent qu'est Madame Josserand et grotesque aussi qui ne cesse de répéter que l'argent est l'argent. Saturnin, le fils des Josserand, lui, a des crises de démence et on retrouve souvent des répétitions dans ses répliques, par exemple, lorsqu'il a décidé qu'Octave était plutôt un allié et qu'il ne cesse de l'appeler mon ami, mon ami, mon ami, et qu'il veut sans cesse attaquer au couteau Auguste Vabre. Trublot, quant à lui, passe son temps dans les chambres des bonnes. Dans ces personnages maniaques, nous avons aussi Hortense, qui s'entête à croire que l'homme qu'elle aime, Verdier, va divorcer de son épouse pour se marier avec elle. Monsieur Josserand, quant à lui, fait des bandes sans cesse pour arrondir les fins de mois de sa famille. Auguste est régulièrement touché par des migraines. Clotilde Duveyrier ne vit que pour son piano et pendant 2 ans ne joue que la bénédiction des poignards, toujours à la recherche de choristes masculins. Marie Pichon, elle, s'enferme dans l'univers imaginaire des romans sentimentaux qu'elle lit. Octave est animé par son désir de conquérir des femmes et de monter les échelons de la société. Duveyrier retourne obsessionnellement auprès de Clarisse, quelles que soient les déconvenues qu'elle lui fait subir. Narcisse Bachelard, lui, s'entête auprès de Fifi. L'abbé Mauduit et le docteur Juivierand, opposés politiquement, essaient l'un et l'autre de soigner les âmes et les corps des locataires de l'immeuble de la rue de Choiseul.
Dans ce qui caractérise aussi la structure de Pot-Bouille, c'est la présence de deux mondes opposés, mais qui s'entrechoquent malgré tout. On a tout d'abord le monde des bourgeois. Ils sont obnubilés par les apparences, le souci de maintenir leur rang, les soirées chez Luigi Verrier, donc au chapitre 5 et 18, les virées au restaurant, les enterrements au chapitre 11 et 17, permettent à la fois d'étaler un certain luxe, de parler de politique, de bonnes mœurs, de religion, de morale, de mettre en avant goûts musicaux et vêtements. Mais en fait, derrière tout cela, il n'y a que bassesse, vice et turpitude. Pour le monde des domestiques et les gens du peuple, fortement représenté là aussi dans le roman, le lecteur le découvre à travers les conversations des bonnes depuis les fenêtres de la cour de l'immeuble, désignées dès le chapitre 1 par la métaphore de l'égout, qui reviendra à plusieurs reprises dans le roman. Elles criaient ensemble, les reins tendus, pendant que du fond de ce boyau montaient des éclats de voix canailles, mêlés à des rires et à des jurons. C'était comme la déverse d'un égout. Au chapitre 6, Trublot et Octave entendent les domestiques extérioriser leurs déboires à travers les fenêtres. Au chapitre 13, Octave et Berthe, qui se sont retrouvés dans la chambre de la bonne Rachel, comprennent que les domestiques sont au courant de tous les vices de leur maître, en même temps qu'elles sont en train de jeter tous les déchets, tous les restes des repas de la veille. Les bonnes assument donc une fonction excrétrice, c'est-à-dire qu'en les formulant, elles essaient de faire disparaître les conduites peu vertueuses de leur maître et de leur maîtresse. Toujours à propos de ces domestiques et gens du peuple, Zola essaye de dépeindre les conditions misérables de ces personnages-là. Adèle, donc, souffre-douleur de la famille Josserand et des autres bonnes, va subir les violences sexuelles de Trublot et de Duveyrier. Elle accouchera seule dans sa chambre et devra abandonner son enfant. La piqueuse de bottines sera jetée dehors avant le terme de son accouchement. On apprendra à la fin du roman qu'elle a été traduite en justice pour infanticide. Et enfin, le dernier mot du roman reviendra à Julie, bonne des Duveyrier, qui se fait renvoyer. Lorsque les autres lui souhaitent de trouver une maison plus convenable, elle répond: celle-ci ou celle-là, toutes les baraques se ressemblent. Au jour d'aujourd'hui, qui a fait l'une a fait l'autre, c'est cochon et compagnie. Ce qui répond donc bien, encore une fois, au projet de Zola dans le dossier préparatoire à Pot-Bouille, qui voulait montrer la pourriture d'une maison bourgeoise. Mais toute cette dimension satirique, nous l'évoquerons dans une autre vidéo.